Bienvenue dans cette nouvelle conférence en cycle, en ligne, qui fait partie d'un cycle de conférences organisé tous les mois par Mazars et qui est destiné tout spécialement aux graines de réseau, aux entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre en utilisant ce système dont nous allons parler aujourd'hui, dont nous parlons régulièrement, qui est donc les réseaux de franchise. Alors, avec nous donc aujourd'hui, Michel Kahn, bonjour. Bonjour Pierre. Et Nicolas Coutel, bonjour. Alors, Michel Kahn, un mot sur le cabinet Michel Kahn Consultant, qui est un des cabinets spécialistes en France pour l'accompagnement du développement en réseau. Oui, le cabinet Michel Kahn Consultant est un cabinet de mise en marché de réseaux de franchise et de partenariat depuis 40 ans. C'est un cabinet international et nous avons toutes les compétences experts pour accompagner à partir des graines de réseau jusqu'aux grands noms et des grands succès que nous accompagnons depuis une quarantaine d'années. Mazars s'intéresse évidemment et organise ces séminaires en ligne parce que Mazars accompagne aussi le développement des réseaux. Tout à fait. En fait, Mazars a été créé il y a à peu près 75 ans pour accompagner en expertise comptable, en audit et en conseil les entrepreneurs de toute taille, depuis la start-up, l'entrepreneur local jusqu'au grand compte. Nous réalisons un chiffre d'affaires d'1,2 milliard dans le monde. Nous sommes présents dans 77 pays, 39 bureaux en France. Et comme vous le soulignez, nous avons une vraie volonté d'accompagner depuis maintenant pas mal d'années le développement des réseaux de toute taille, notamment des graines de réseau, d'où notre propos aujourd'hui, dans leur développement avec un écosystème de partenaires dédiés, notamment Michel Kahn. Alors, ce que nous allons essayer de faire, ce que Michel Kahn et Nicolas Coutel vont essayer de faire, c'est de répondre à vos questions, à vous, qui avez envie peut-être de franchir le pas et de vous développer en réseau. Michel Kahn, rappelez-nous peut-être qu'un réseau, c'est une convergence, c'est un empilement d'intérêts complémentaires et différents entre la tête de réseau, le réseau et puis le franchisé. Oui, alors il y a trois personnalités morales qui composent un réseau. La première, c'est la tête de réseau elle-même. L'enseigne. Oui, l'enseigne, le concept, tout ce qu'elle a mis en place, la société du franchiseur ou du concédant ou selon la forme du commerce organisé indépendant. Et la deuxième personnalité morale, c'est l'affilié, c'est le franchisé, c'est le concessionnaire, c'est le partenaire. Et puis, il y a la rencontre de ces deux premières personnes morales qui vont s'imbriquer et vont donner naissance à une troisième personnalité morale supérieure qui va s'appeler le réseau lui-même et qui va évoluer et se développer sur les territoires. Voilà les trois personnalités qui ont une vie commune, qui ont des intérêts communs, mais souvent des intérêts qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Et c'est tout l'art de conjuguer et déguiser. Michel Kahn, donc, marketing des réseaux, il faut d'abord penser à cette première entité qui n'est pas celui de la tête de réseau, pas celui de l'ensemble du réseau, mais celui du franchisé. Oui, plein feu et regard sur la réussite du franchisé ou du partenaire. Je crois que si on n'a pas compris que la réussite d'une tête de réseau, si on n'a pas compris que cette réussite doit s'adosser complètement à la réussite du franchisé ou du partenaire, on n'a absolument rien compris. Et tout le marketing, justement, consiste à mettre en place des éléments économiques, juridiques, commerciaux et évidemment marketing, parce que le marketing va faire réussir le franchisé et c'est ce marketing qu'il faut avoir en tête, il faut le mettre en place, il faut le concentrer essentiellement sur la réussite du franchisé. Et c'est cela la vraie réussite d'un réseau. Nicolas Coutel, sur cette obligation de d'abord penser à une entité extérieure qui est celle du futur franchisé, du franchisé. Donner avant de recevoir, c'est vraiment l'illustration de cet adage, cher aux anglo-saxons et au milieu du développement personnel. C'est vrai que c'est l'illustration. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on oublie son objectif de réussite personnelle en tant que tête de réseau et
versus ce qu'on appelait dans les années 80 un peu les encaisseurs de droits d'entrée qui en fait créent une enseigne uniquement pour capitaliser sur ce qu'ils avaient développé et ensuite encaisser des subsides et puis voir un peu comment ça fonctionnait. On n'est plus du tout dans ce registre-là. Aujourd'hui, les marques sont obligées de prendre des positions géographiques et aussi en termes de mix produit très très rapidement, avec un cycle de rotation de plus en plus rapide. Ça veut dire s'adosser à des gens qui ont le capital pour le faire, parce que le faire en fonds propres, c'est beaucoup trop coûteux. Et là, ça veut dire, par rapport à ces stratégies d'acquisition de parts de marché et d'attraction, avoir une politique justement marketing, pas forcément agressive, simplement bien pensée, supérieure à ce que propose la concurrence. Donc ça veut dire penser à ce dont va être porteur finalement le partenaire de l'enseigne. Et effectivement, les flux financiers et les droits d'entrée, les redevances et toutes les conséquences financières vont suivre après. Donc c'est vraiment cette illustration de faire d'abord confiance à son partenaire, lui donner tous les éléments pour réussir, y compris au plan marketing et commerciaux, ils nous y reviendront, avant ensuite effectivement de se développer avec ses rentrées d'argent et se structurer pour accompagner encore mieux le développement du réseau. Mais Nicolas Coutel, est-ce que l'initiative de ce développement du plan marketing au niveau du franchisé, au niveau du partenaire, c'est la tête de réseau qui doit la prendre? Oui, en fait, il y a deux moments. Le premier moment, c'est qu'est-ce que la tête de réseau va proposer dans le cadre de la formation et des recettes qui ont fait leur preuve d'ailleurs lors de la phase de pilotage ou même de succursale. Qu'est-ce qu'on propose comme recette au franchisé et qu'on va lui donner d'une part en formation initiale et d'autre part dans le manuel opératoire ou la Bible du réseau. Ça, c'est le premier temps. Et dans le second temps d'exploitation, grâce à l'animateur, ou aussi grâce au talent évidemment du franchisé lui-même, il va appliquer ses guidances, ses guidelines, ses lignes directrices, se les approprier à lui, à son contexte, à ses objectifs de développement personnel, ses objectifs de développement de panier moyen, de chiffre d'affaires, de tous les ratios qu'on peut imaginer au plan commercial. Donc c'est vraiment un travail en deux temps et qui est totalement collaboratif, au centre duquel se retrouve l'animateur. Donc l'animateur est garant de cette relation et de la bonne mise en place de cette relation marketing, de la bonne application, conformément aux guidances du MANOP, du manuel opératoire, et aussi dans l'intérêt du franchisé lui-même, en écoutant exactement ce qu'il veut mettre en place, et pourquoi pas lui donner accès à une boîte à outils encore plus étoffée, dans un second temps, sachant que les outils s'auto-construisent et se développent chemin faisant. Quand vous montez un réseau au démarrage, effectivement, la boîte à outils, le concept est un petit peu plastique en termes d'outils, d'équipements, de partenaires logiciels, c'est parfois balbutiant, tout reste à faire. Et au fur et à mesure, les idées, la cross-fertilisation se met en place, les idées s'infusent, se partagent, de nouveaux outils, du benchmark arrive, et on est capable d'étoffer la boîte à outils et d'avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent et concurrentiel également que les camarades. Michel Kahn, peut-être encore un mot sur, puisque c'est extrêmement important, sur ce soin apporté, cette écoute apportée, cette écoute de la tête de réseau à l'égard du marketing du franchisé, du partenaire. Oui, alors évidemment, il faut l'affiner selon les territoires, il faut l'affiner selon le type d'activité et surtout s'assurer que la formation à la réitération d'un modèle qui a réussi est parfaitement contrôlée. Et c'est sur ce point que nous avons pas mal d'écueils. Lorsque la recette est bonne, lorsque le concept est bien contrôlé, eh bien, lorsque il est repris, il est réitéré par le franchisé dans ses premiers pas, eh bien, on va petit à petit vers certaines dérives. Et ce sont ces dérives qui est un temps de formation qui découle de l'application sur le territoire. Là, il faut être extrêmement vigilant. Alors, très concrètement, ça veut dire que le premier souci, et prenons un cas d'achat destiné à la revente, pour prendre un secteur d'activité du commerce, le premier souci est de faire venir des clients. Et pour faire venir des clients, il faut d'abord s'assurer que l'emplacement a été parfaitement bien validé. Et ça, c'est quelque chose qui procède d'études très précises, qui donne naissance ensuite à un premier business model pour voir si l'application stricte du concept est conforme au principe général des méthodes marketing qui consistent à remplir le magasin du franchisé, à lui permettre ensuite de mettre en place le marketing opérationnel et valider que les retours sont conformes aux premières statistiques et que les systèmes de fidélisation fonctionnent bien. C'est comme ça qu'on se met en selle, c'est comme ça que l'on démarre une activité dans un territoire qui n'est pas celui du pilote. Car entre le pilote qui fonctionne bien
Il y a des emplacements où vous pouvez vendre des clous tordus, ils se vendront, comme dirait l'un de mes amis. Mais lorsque le concept est réitéré ensuite dans une localité avec un emplacement normal, on va dire, et c'est pas aussi simple à trouver que cela, souvent on est tenté de démarrer son activité. Là, le marketing doit être un garde-fou et une mécanique qui doit fonctionner quels que soient les endroits. Et c'est cela le pari du déploiement, de l'accompagnement dans les premiers pas, dans différentes régions de France qui forcément n'ont pas la même qualité d'accueil d'un concept que d'autres. On l'a vu avec des secteurs d'activité, on l'a vu dans de nombreuses enseignes. Je peux citer un exemple qui est bien connu d'une grande enseigne américaine lorsqu'elle a fait 3 tentatives de s'implanter en France. Elle s'est implantée à l'époque, dans les années 60, en mettant un pilote à l'extrême est de la France, un deuxième pilote dans l'extrême ouest de la France, et ça a été une réussite totale. Et la conclusion du marketing nord-américain a été de dire, mais c'est merveilleux, bravo, l'Europe est à nous, pas la France, mais l'Europe est à nous, on a gagné la partie, on va développer, on engage des moyens importants et on y va. Et ensuite, ça a été un flop épouvantable, on n'a pas compris, on a recommencé une deuxième fois, une troisième fois, et c'est au bout de la troisième fois qu'un petit stagiaire a dit à la tête de réseau, mais c'est quand même bizarre, les 2 premiers pilotes ont été installés à l'époque où il y avait encore les bases de l'OTAN, dans des secteurs où il y avait plein d'Américains. Ils ont vu arriver cette enseigne américaine, et pour eux c'était magnifique, en mangeant le produit, ils mangeaient un morceau d'Amérique, et ils battaient tous les records de prescription en entraînant les voisins, les cousins, les amis autour, et toutes les localités sur des rayons importants ont fait que ça a été une réussite. Eh ben non, c'était un échec, puisque finalement, il y a eu bien d'autres choses, et vous voyez, on a perdu 15 ans pour que cette enseigne arrive à revenir sur le territoire français. Donc, c'est pas toujours aussi évident que cela. Encore un mot, Nicolas Cotal, sur ce marketing, non pas de l'enseigne, mais du franchisé, du partenaire. Oui, le marketing du partenaire, moi j'insiste sur le caractère vraiment évolutif de ce marketing, puisque justement, le partenaire qui est au contact de la clientèle, et notamment des plus jeunes, ça concerne la plupart des business models, ils vont être au contact justement des nouveautés technologiques, de l'utilisation de la réalité virtuelle en magasin, du big data, du prédictif. Donc, ils vont remonter naturellement à la tête de réseau tout un tas de recommandations qui vont l'amener elles-mêmes à s'interroger sur l'efficience de ces process et à pouvoir mettre en place des pratiques gagnantes pour rester aussi attractifs que ses concurrents, voire plus. Et on en vient, Nicolas Coutel, justement, au la deuxième entité dans la mise en place de ce plan marketing, c'est celui de la tête de réseau. Et oui, la tête de réseau, effectivement, qui a besoin elle-même de son propre marketing. Pourquoi? Parce que l'enjeu, finalement, c'est de développer, comme je le disais auparavant, une politique d'attraction de la marque, de l'enseigne, vis-à-vis de son public. Ça vise en fait à mettre en place sur un territoire donné, dans un horizon de temps qui correspond à la stratégie propre de l'enseigne, au départ peut-être succursaliiste, un plan de déploiement. Une fois que le plan de déploiement est acté, il va falloir le traduire concrètement, géographiquement, sur le territoire. Ça veut dire dimensionner des moyens d'animation, des moyens d'attraction au préalable bien entendu, mais aussi des moyens d'animation ensuite du réseau. En amont de la démarche, en fait, il faut déjà définir des critères de maillage de son territoire, très important. Ça va déboucher sur une répartition de territoire qui sera suffisamment homogène d'une part, mais aussi et surtout incitative pour les candidats. Alors, il y a de nombreux critères qui peuvent être mobilisés dans ce cadre-là, dans l'objectif de définir un maillage territorial. Il y a des critères, par exemple, de qui sont mes cibles, qui sont mes candidats. Est-ce que je cherche des profils commerciaux? Est-ce que je cherche des profils de techniciens? Est-ce que je cherche des gens qui ont un très bon relationnel? Des gens qui ont été managers, gestionnaires, acheteurs, etc. Ça, c'est une première façon de procéder. On peut adjoindre à ce critère un second qui est très important en l'occurrence, quel va être le potentiel de zone à définir pour que mon candidat futur franchisé ou partenaire gagne sa vie, pour qu'il engrange suffisamment de rentrées
pour être pérenne et pouvoir exploiter son contrat pendant toute la durée prévue au contrat, en l'occurrence entre 5 à 7 ans. Et le dernier critère de maillage, ça va être quel type et qualité d'emplacement est nécessaire. Est-ce qu'on est sur un emplacement dit numéro 1 de centre-ville? Est-ce qu'on est plutôt sur du 1 bis, voire du 2 en zone périurbaine, en centre commercial? C'est aussi un élément très important et la tête de réseau d'ailleurs peut justement, de par son volume d'achat ou son poids sur le marché, négocier avec les grandes foncières, les grands faiseurs, les meilleurs emplacements de manière et qu'elle va privatiser contre un contrat de réservation de zone par exemple pour pouvoir fidéliser son implantation. Ça c'est très important. Mais vous insistiez, ce type d'élaboration est interactive et réactive. C'est-à-dire que la tête de réseau a une idée de plan marketing au départ, elle va l'adapter en fonction de ce que des plans marketing de ses partenaires. C'est consubstantiel, c'est-à-dire qu'au départ, le franchisé attend de sa tête de réseau des recettes. Il paye pour ça, il paye un droit d'entrée souvent conséquent. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas de droit d'entrée, méfiez-vous, il n'y a peut-être pas de savoir-faire derrière. Ou alors c'est juste de la marge sur produit. Première chose. Après, effectivement, dans la pratique, et même dès la phase de pilotage, la tête de réseau, au fur et à mesure, dans la pratique du concept, va voir les limites de son plan d'action et au contraire les choses auxquelles elle n'avait pas pensé, qu'elle va pouvoir intégrer dans son modèle de manière à rester, encore une fois, toujours la plus concurrentielle possible. Il y a une concurrence phénoménale dans tous les secteurs de réseau aujourd'hui. Il y en a plus de 1800 en France. Vous imaginez bien que dans chaque secteur, il y a besoin de rester concurrentiel, donc d'innover en permanence sur le marketing. Michel Kahn, sur ce point, on est là au niveau de la tête de réseau, élaboration d'une stratégie marketing qui évidemment est en interaction avec celle du partenaire. Oui, ce que Nicolas vient d'aborder est fondamental, c'est la préoccupation de la compétitivité de la tête de réseau, qui se trouve en fait en concurrence frontale d'une part avec son propre secteur d'activité. Vous êtes dans la maison individuelle, vos concurrents sont tous les réseaux de maisons individuelles. Vous êtes dans l'équipement de la personne, c'est pareil, etc. Mais vous avez aussi toutes les enseignes qui sont des enseignes concurrentes dans ce marché des 1800 réseaux. Et il y a forcément des enseignes qui sont attractives pour des candidats et des porteurs de projets avec un niveau d'investissement équivalent au vôtre. Ils peuvent se poser la question, et aujourd'hui les candidats sont en étude moyenne de 8 à 9 dossiers avant de choisir lequel ils vont retenir, et pas forcément dans votre propre secteur d'activité. Donc, la compétitivité se met en place au niveau du marketing réseau. Et ce marketing réseau compétitif, en fait, ne peut agir que sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est le prix. C'est le marketing du prix, savoir régler sa position concurrentielle sur ses prix de vente au détail. Deuxième, c'est le niveau de qualité, c'est le deuxième pilier sur lequel on peut agir au niveau du marketing. Et entre les deux, entre le prix et la qualité, ce n'est pas forcément le rapport qualité-prix, ce n'est plus le rapport qualité-prix, c'est le rapport de la valeur qui va être proposé au consommateur sur le prix de la valeur perçue par rapport à ce qui va être fourni. Et ensuite, le troisième pilier, c'est bien évidemment le marketing de l'innovation et de la créativité, puisque l'innovation découle de la créativité et il faut être collaboratif avec l'ensemble du réseau pour mettre en place ce système. Toutefois, le système marketing propre du réseau doit être extrêmement vigilant pour accompagner le marketing du savoir au niveau du franchisé et le marketing du savoir-faire et ensuite dans le prolongement le marketing du savoir-faire-faire, car le franchisé, et là il faut être extrêmement vigilant, a tendance dès son ouverture à réinventer la roue, donc à modifier le marketing, et c'est là où, si la tête de réseau n'intervient pas avec une proximité irréprochable, là on a des dérives et on loupe son entrée sur les marchés. Alors, sur le nombre de points de vente, ça peut être catastrophique. Alors, vous le savez, vous pouvez poser des questions en direct à Michel Kahn ou à Nicolas Coutel. Et alors, une première question qui, alors, je pense que plusieurs autres séminaires pourront également approfondir, celle de Constantin.
qui parle donc d'une amélioration du résultat financier, du point de vente des franchisés. Ce qu'il demande, ce qu'il vous demande, alors vous pouvez peut-être suggérer des pistes, Oui. y a-t-il des outils avec des indicateurs pour justement aider la tête de réseau qui a envie de se développer? Car sans grande connaissance en termes de comptabilité et de finances, comment s'y retrouver? Et d'ailleurs, c'est un problème récurrent qui est abordé dans ces séminaires, c'est que quand on a un savoir-faire et qu'on devient tête de réseau, entreprendre en franchise, on change de métier. Et là, on aborde cette question-là. Ça devient, effectivement, Pierre, ça devient une seconde peau, et c'est ce second métier, cette seconde posture qui va prendre le pas sur la première, c'est-à-dire exploitant du concept initial. La question posée par Constantin, effectivement, sur les outils. On va voir Mazar. Un petit peu de Mazar, forcément. Je prêche pour ma paroisse. C'est vrai que, en tant qu'expert comptable, nous avons l'habitude, non pas de nous limiter de l'expertise comptable, production de comptabilité et de déclaratifs classiques, mais d'être vraiment expert conseil. Et de nombreux franchisés et même des têtes de réseau nous ont confié qu'elles-mêmes ne pouvaient pas, les têtes de réseau, intervenir, même y compris via les animateurs, dans l'animation de gestion finance comptable du point de vente, parce qu'il y a une indépendance de principe entre les parties. En revanche, l'expert comptable est bien positionné pour justement suggérer des outils avec des indicateurs qu'on appelle des indicateurs référents, des ratios référents, définis par l'enseigne, qui sont sur lesquels sont assis en fait les principes d'exploitation du concept et qui vont jalonner en fait la performance et le suivi de performance du franchisé. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit la tête de réseau développe en propriétaire des outils à partir d'Excel avec des couches, des ELAP, etc. Pourquoi pas? Et c'est un temps de conception qui est assez long. Par contre, c'est du sur-mesure, mais c'est peu évolutif. Ou alors, il y a des outils du marché qui existent. Nous-mêmes, nous avons développé avec un éditeur une solution Pocket Ratio pour accompagner justement les franchisés, comme le lait sur le feu, comme dirait Michel, notamment dans la première année de leur gestion, où ils sont vraiment en position de trésorerie sur une dette étendue, où eux-mêmes ne se versent pas de salaire. Donc c'est une année vraiment critique d'accompagnement, où en posant les bons jalons sur les bons ratios et en les suivant de manière continue, on leur évite de faire du hors-piste. Donc oui, ça existe. Après, c'est un investissement, effectivement. Alors le conseil qu'on peut donner, c'est évidemment, puisque vous êtes en ligne, Constantin, et à tous les internautes qui suivent ce webinaire, c'est de contacter, vous avez les coordonnées, Michel Kahn Consultant, le cabinet Michel Kahn Consultant, ou Mazar, Nicolas Coutel, et vous aurez, Mazar propose par exemple des diagnostics express, flash diag, qui peuvent vous orienter pour répondre à vos premières questions, et vous orienter vers éventuellement des outils, Michel Kahn. Oui, il y a des outils qui existent et qui sont affinés pour chaque secteur d'activité, dont il faut tenir compte, bien évidemment. Et au départ, d'ailleurs, Mazar le sait et a affiné les outils sur la base de nos échanges, de nos travaux. Je crois qu'on a réussi à mettre au point des systèmes d'accompagnement et, comme disait Nicolas, la maîtrise du chiffre pour éviter de faire du hors-piste et l'accompagnement en coaching sur la piste elle-même par le cabinet Michel Kahn Consultant permet d'avoir une recette qui aujourd'hui est parfaitement bien équilibrée pour fabriquer des champions, je dirais, en quelque sorte, et mener à bout cette aventure de vouloir développer des réseaux, et je crois qu'il faut encourager toutes ces graines de réseau à le faire, mais à le faire dans la sécurité, bien sûr. Voilà, parce que le souci de Constantin est celui sans doute de beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se développer en réseau. Ils ont un savoir-faire qui n'a rien à voir avec la comptabilité et la finance, et brusquement ils découvrent que... Alors, est-ce qu'ils vont devenir eux-mêmes des comptables et des financiers? Non, alors, justement, en fait, il y a deux temps. Le premier temps, c'est de raisonner de manière subsidiaire et tout ce qui est fonction support, de le faire porter en externalisation ou en s'appuyant sur un expert comptable, y compris pour la tête de réseau. Et ensuite, effectivement, au fur et à mesure de son développement, la tête de réseau va engranger les revenus et les rentrées financières qui vont lui permettre de financer son propre développement en tant que structure, réseau social. Et là, elle va pouvoir recruter justement des profils comptables, des profils de gestionnaires, marketeurs, etc. Mais ça va se faire dans un second temps. Nous prenons plutôt des structures agiles et light au démarrage pour ne pas fonder la trésorerie et pour que la tête de réseau investisse toujours dans le développement, pour gagner rapidement les parts de marché. Et ensuite, la structuration du support et du back-office va se faire au fur et à mesure. Mais se concentrer au démarrage sur la croissance, c'est important. Michel Kahn, la troisième entité, c'est l'ensemble. C'est-à-dire tête de réseau, les franchisés et les partenaires, le réseau. Donc, qu'est-ce que l'on appelle le marketing, justement, de l'ensemble du réseau?
Alors, le réseau a une préoccupation qui rejoint complètement le marketing du partenaire lui-même, de la tête de réseau et de l'ensemble du réseau. C'est-à-dire, c'est l'enseigne qui est représentée par l'enseigne et la marque. Et il n'est pas inutile de rappeler d'ailleurs les raisons pour lesquelles une entreprise décide de se lancer dans le commerce organisé indépendant. Et là, bien sûr, un des marketing est de ne pas se tromper sur la route à prendre, parce que toutes ces formes de commerce organisé indépendant ne procèdent pas des mêmes marketing. Vous avez les réseaux de franchise, vous avez les réseaux de concession, les réseaux de chaînes volontaires, les licences de marque, les réseaux de partenariat qui prennent de plus en plus d'ampleur, les réseaux coopératifs aussi. Je rappelle que l'ensemble de ces 1800 réseaux font aujourd'hui 187 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et on parle de franchise qui est devenu un terme générique. Le contrat de franchise lui-même ne fait que à peine 51 milliards. Donc tout n'est pas de la franchise, et c'est un terme générique, et ils n'ont pas les mêmes marketing. Mais l'initiateur d'une tête de réseau a trois raisons principales, il faut le rappeler, pour se présenter sur ces marchés-là. La première, c'est la seule stratégie qui vous permet d'aller beaucoup plus vite que n'importe quelle autre. Et aujourd'hui, dans la compétitivité, c'est un point prioritaire d'aller vite, parce qu'il faut prendre des marchés rapidement, en tout cas avant ses propres compétiteurs. La deuxième raison, Nicolas a commencé à en parler en disant qu'il faut savoir autofinancer aussi son propre développement, parce que la plupart des réseaux, lorsqu'ils se créent, ont de faibles moyens, et il faut utiliser la trésorerie à bon escient. Donc il faut encaisser, je dirais, au départ des droits d'entrée, des redevances, mais les réinvestir aussi pour monter ses propres unités et les financer, les autofinancer de la même façon. Et la troisième raison, c'est celle de capitaliser et de valoriser la marque et l'enseigne. Et ça, c'est la responsabilité précisément du réseau en tant que réseau qui souvent est matérialisé, notamment dans les réseaux de partenariat, par des conseils consultatifs qui sont des conseils consultatifs proactifs qui boostent l'ensemble du développement du réseau en donnant d'ailleurs du temps au réseau, ce qu'on appelle dans la grande distribution le tiers-temps, on en entend souvent parler, puisque chaque personne du réseau, que ce soit la tête de réseau et ses cadres et ses salariés, que autant les franchisés, les partenaires sont concernés par le développement du réseau, sont concernés par la réussite de ce réseau, sont concernés par le rayonnement de l'enseigne et la montée en puissance de la notoriété de cette enseigne. C'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité générale de l'ensemble des membres. Donc, donner de la puissance à la marque et l'enseigne et en même temps la valoriser. Et cette valorisation, nous avons mis au point justement avec Mazars des systèmes de calcul et d'évaluation pour faire comprendre deux choses. La première, c'est pour la tête de réseau, la valeur d'une marque qui grandit chaque année. Et ça, on n'a pas l'habitude en comptabilité française de valoriser les marques, mais c'est un marketing précis et le marketing agit directement sur un résultat de valeur. Et à ce moment-là, on peut constater au bilan la valeur d'une marque. Et la deuxième raison, c'est que le franchisé, l'affilié, lui, il a son propre fonds de commerce qui, lui, a de la valeur. Et cette valeur de son propre fonds de commerce surperforme avec la valeur de l'enseigne. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le jour où le franchisé ou le partenaire va revendre son entité, eh bien, il va la revendre avec une valeur ajoutée grâce à la valeur de l'enseigne. C'est-à-dire grâce aux efforts communs du réseau, grâce au réseau et grâce à la participation active de chacun qui va prendre en charge l'un des aspects du marketing réseau. Et cela s'organise à travers des schémas et une planification. Et
je ne veux pas répéter ce que dit Nicolas, mais c'est un véritable métier et c'est ce qui va faire la différence entre la réussite ou l'échec d'un réseau. Ce n'est pas les grandes choses, parce que tout le monde sait faire les grandes choses, c'est cette montagne de petits détails qui va permettre d'être véritablement professionnel, d'être compétitif, sortir de l'eau et rejoindre le peloton des enseignes gagnantes. Et je terminerai là-dessus, tout simplement, ne perdons pas de vue que chaque année, il y a une centaine de réseaux qui se créent. Sur ces 100 réseaux, au bout de 3 ans, il y en a 17 qui vont rester. Au bout de 5 ans, il n'y en aura plus que 9. Alors ça permet d'avoir une réflexion sur ce déchet énorme entre la volonté de créer un réseau et étant pétri de conviction et de certitude, croyant qu'on sait faire, jusqu'à l'arrivée où on voit qu'il faut absolument être entouré et encadré de façon professionnelle. Derrière la question du marketing de l'ensemble du réseau, Nicolas Coutel, il y a évidemment cette question très importante de la valorisation de la marque. Oui, qui est... Effectivement, Pierre avait raison et Michel l'a bien développé, mais pour complètement abonder dans son sens, nous sommes convaincus, et c'est aussi parmi les prestations que nous proposons, que savoir donner à un franchiseur et in fine aux affiliés qui payent, encore une fois, un droit d'entrée des redevances et qui investissent dans leur propre patrimoine et qui ont quelque part une stratégie patrimoniale, de patrimonialisation comme on dit, il est très important de pouvoir valoriser ces éléments et de communiquer dessus. Au-delà de le faire, il faut aussi le faire savoir. Il faut le faire, le réévaluer ou le réestimer. Annuellement, un réestimé annuel nous semble la bonne mesure. Ça permet alors, par exemple, de la convention des partenaires ou affiliés ou franchisés, de pouvoir communiquer aussi sur cette prise de valeur, en faire un moment, une forme aussi de célébration. Si on a les bonnes métriques et les bons éléments, ça peut rentrer dans une stratégie de communication de l'enseigne vis-à-vis des franchisés. J'aimerais juste, Pierre, si vous me permettez, répondre à la question de Jimmy par rapport au point précédent sur le type de maillage qui semblerait le plus adapté au lancement d'un réseau. Est-ce qu'il faut se focaliser sur des ouvertures proches de la tête de réseau pour avoir un échange rapide ou se lancer dans les grandes agglomérations? En fait, il y a pas mal de questions dans la vôtre, Jimmy. Déjà, si la tête de réseau s'est lancée à un endroit précis, c'est parce que c'est là où on a commencé à tester le concept. Tout simplement, c'était un magasin en propre, peut-être un ou deux, et on a testé comme ça. Après, la stratégie de prise de part de marché rapide via la franchise du commerce organisé veut dire qu'on a besoin d'implanter sa marque sur un territoire donné. En général, c'est le territoire national, domestique. Donc, il n'est pas illusoire de vouloir implanter son modèle de restaurant, de garage ou de bar à l'ongle dans les grandes agglomérations, notamment en phase pilote sur plusieurs villes pour pouvoir tester les différences de zones de chalandise. Donc, ça peut être une bonne option de travailler en étoile sur les grandes agglomérations en premier niveau de chalandise pour descendre ensuite sur des zones plus petites, y compris sur un autre format plus de proximité. Ce sont des choses qu'on voit dans la grande distribution, par exemple. Il y a des avantages et des inconvénients. Par contre, ça veut dire avoir un niveau y compris de fonds propres assez élevé, parce qu'il faut quand même lancer des pilotes et avoir on va dire un nombre de succursales qui grandit homothétiquement au réseau. C'est-à-dire que les réseaux aujourd'hui sont mixtes. Il n'y a jamais 100% franchise, ni évidemment 100% succursale, on n'en parle pas. Ça veut dire que pour un développement ambitieux dans les grandes villes, il va falloir prévoir un pourcentage de ces points de vente en succursale, et donc le financer en fonds propres. Il faut l'intégrer. Donc il n'y a pas de one best way, c'est simplement chacun sa stratégie et son envie de développer qui va commander la façon d'implanter ces points de vente. Et encore une fois, pas nécessairement très proche de la tête de réseau, puisqu'on ne va rien tester du tout en fait comme marché. On va se contenter simplement d'un volant d'informations qui sont très locales, très régionales, alors qu'il y a des habitudes de marché et de consommation qui sont très différentes selon les régions et les coutumes surtout en France. Voilà. Michel Kahn, en complément, peut-être un mot sur cette notion de unité pilote qui est indispensable quand on veut se développer en réseau. On fait des tests dans des unités en vrai, en grandeur nature, mais qui sont pilotes. Oui, alors le pilote est une notion tout d'abord qui est une unité qui appartient en propre à la tête de réseau, en succursale, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des contrats de pilotage qui peuvent se faire avec des indépendants. Ce contrat de pilotage que le cabinet Michel Kahn Consultant a mis au point dans les années 85 et qui permettent justement de tester le concept dans des agglomérations de tailles différentes, dans des régions différentes. Et pour revenir au développement, alors, il faut être extrêmement prudent, parce qu'il y a le respect de certains paliers.
Les paliers, c'est évidemment un certain nombre d'unités qu'il faut mettre en place dans une région proche des pilotes, parce que tout simplement, la tête de réseau, quand elle a des services à rendre, ces services doivent être en place, que ce soit pour un franchisé ou que ce soit pour 10 ou 25 franchisés, il faut pouvoir y répondre. Lorsqu'il s'agit de faire des visites, ça coûte quand même moins cher de faire une visite à une vingtaine de kilomètres que de prendre l'avion, faire 800 kilomètres, revenir, engendrer des frais, etc. Donc, il y a des paliers de développement qui se suivent de façon raisonnée et en gérant évidemment la politique de posture nationale. Et c'est une gestion de paradoxes. De toute façon, on a toujours à gérer des paradoxes. Nous sommes tous bien placés pour le savoir. Aller vite, prendre une posture nationale, voire internationale, parce que le monde est devenu un grand village, il faut le savoir, que les contrats que nous mettons en place, en tout cas au niveau du cabinet et avec Mazars, tout ce qui est fait pour être sans aucune frontière. Parce qu'à un moment donné, il faut aller vite et saisir des opportunités. Prenez par exemple une tête de réseau qui va lancer une chaîne de glace, par exemple. La glace se vend moins bien en France, où il faut qu'il fasse très chaud pour qu'on en achète, alors que à New York ou à Londres, à 1h du matin en plein mois de janvier, on achète de la glace sans aucun problème. Donc, la nature du développement doit prendre une posture internationale. Et c'est ça qui est difficile, mais quand on respecte les schémas de développement, on agit de façon responsable et de façon raisonnée, et ça marche. Et là, vous venez de parler du consommateur. Évidemment, le marketing consommateur, c'est un point très important. C'est le plus important, c'est le client. Le client consommateur, d'ailleurs, peut devenir un candidat. C'est le client Dieu. Oui, c'est plus le client roi, c'est le client Dieu, effectivement, Michel. Le client peut en devenir lui-même, d'ailleurs, un candidat à la franchise. Ce sera le premier ambassadeur. Point important, Pierre, vous avez raison. Tout dépend de la qualité que l'on propose, la qualité d'expérience consommateur. La tête de réseau, et évidemment le franchisé avec ses moyens d'accueil et commerciaux, doit faire en sorte que ce soit une expérience inoubliable, vraiment distinctive, la meilleure de tout le secteur. Elle doit être suffisamment distinctive de par plusieurs paramètres. La qualité et la pertinence du mix produit proposé, la fraîcheur, l'originalité, la qualité, l'ambiance, évidemment le pricing, l'accueil proposé, la pertinence du conseil. Est-ce que la politique de réassort fait que justement les produits sont commandables directement en ligne ou via des tablettes tactiles, même des miroirs maintenant, on fait ça dans les cabines d'essayage, c'est le digital. Est-ce qu'on pratique le satisfait ou remboursé? Est-ce qu'il y a des cartes de satisfaction? Est-ce qu'il y a des opérations de promotion croisée avec d'autres partenaires? Bref, tout cet ensemble de petits détails, comme disait Michel tout à l'heure, qui font que l'expérience, in fine, de consommation ne s'arrêtera pas à l'achat d'un objet et fera en sorte qu'on est tellement content, on va se faire un plaisir de passer en caisse et surtout de penser à son prochain achat sans penser à aller chez le concurrent, mais à bien revenir dans le même point de vente. Et effectivement, après, il y a tout le thème de l'omnicanalité qu'on pourrait développer, mais on n'y reviendra pas, qui permet justement d'entretenir cette fluidité d'expérience entre le hors ligne et l'espace présentiel et physique. Le consommateur au centre finalement comme ambassadeur du réseau. Oui, le consommateur prend une place prépondérante dans le marketing réseau. C'est le premier destinataire et c'est le premier à faire marcher vos affaires. S'il est satisfait, il reviendra et c'est un marketing de fidélisation qui se met en place après avoir eu un succès du marketing du recrutement de nouvelles clientèles. Là aussi, il faut savoir enclencher un marketing foudroyant pour mobiliser le départ de consommation dès l'arrivée d'un nouveau point de vente sous l'enseigne. Et ça, c'est un marketing qu'il ne faut évidemment pas louper. Je crois que c'est fondamental dans la technique. Un marketing loupé, alors souvent j'entends, oui, mais on va faire une deuxième ouverture, oui, ça c'est du réchauffé, ça ne marche plus. Et là, on a perdu. Pas de seconde lune de miel, seconde lune non. Effectivement, Michel a tout à fait raison, c'est un point important. Et là, la tête de réseau a toute la capacité, et c'est souvent prévu dans le concept, d'accompagner au lancement, même une semaine avant, elle va dépêcher quelqu'un de la tête de réseau qui va accompagner en double commande
le franchisé pour justement faire en sorte que non seulement l'ouverture, mais les premiers temps d'exploitation soient les plus conformes possibles au concept et les plus rassurants pour lui. Voilà. Donc il y a un accompagnement Ouais. qui est indispensable pour l'ouverture de tous les points de vente. Tous les points de vente, effectivement, il n'y a pas d'exception. Et même pour quelqu'un qui serait multi, malgré tout, il y a quand même besoin de cet apport de la tête de réseau qui va en plus avoir l'occasion de prendre de l'information en direct sur le marché local, l'intégrer dans ses analyses. Donc c'est un moment d'échange très fort. Est-ce qu'on peut externaliser cette fonction? Est-ce qu'on peut s'appuyer auprès de cabinets comme Michel Kahn Consultant ou auprès de Mazars pour être accompagné dans cet effort d'accompagnement des franchisés? En fait, effectivement, dans la structuration, et c'est justement l'approche qu'on a développée avec Michel depuis plusieurs années maintenant, la méthodologie de structuration d'une graine de réseau ne tombe pas du hasard, elle provient d'une expérience, en l'occurrence, très significative de nos deux côtés. Et dans ce vaste lot d'expérience, il y a la partie effectivement comment dimensionner le niveau d'accompagnement nécessaire au moment du lancement, parce que ça a un coût également. Donc il faut que la tête de réseau en termes de services qui sont la contrepartie du versement du droit d'entrée, l'est intégrée. Donc oui, ça fait partie des éléments que l'on balaye quand on procède à un accompagnement de ce type. Pour résumer, Michel Kahn, sur ce point, sur ce pilier marketing qui précède un petit peu toutes les autres étapes, hein, quand on veut se lancer, se développer en franchise, quel que soit d'ailleurs le type de contrat de franchise, vous avez rappelé, franchise est un terme générique, les points à retenir. Le marketing, comme on l'a dit au départ, doit être au service de la réussite du franchisé ou du partenaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la tête de réseau doit bien évidemment mettre en œuvre un back-office capable d'entourer l'ensemble du développement, de l'avoir planifié, de l'avoir maîtrisé sur l'ensemble des 4 rouages, c'est-à-dire ces fameux rouages marketing et commerciaux, managériaux, économiques et financiers et juridiques, et enfin d'avoir toutes les bonnes recettes d'un marketing client qui va le séduire, qui va le faire rêver, qui va lui faire vivre une expérience unique et d'avoir un point de différenciation pour s'inscrire dans une véritable compétitivité. Et pour résumer le résumé, on peut dire que c'est un marketing de compétitivité aujourd'hui auquel les réseaux sont affrontés. Nicolas Coutel, une conclusion, peut-être le point ou les points à retenir? Oui, parmi les points les plus importants, moi, ne jamais perdre de vue le client, qui peut être un ambassadeur dans les bons comme dans les mauvais moments, clairement, avec le bad buzz des réseaux sociaux que l'on connaît maintenant. Donc, être focalisé sur le client. Évidemment, le client, c'est aussi le franchisé lui-même, qui est client de la tête de réseau, donc être focalisé aussi sur lui en tant que client. Je pense que c'est pour moi le fil rouge essentiel de cette approche marketing des réseaux. Voilà, merci Michel Kahn de Michel Kahn Consultant, merci Nicolas Coutel. Mazars continue son cycle de webinars, de séminaires en ligne, de conférences en ligne. Rendez-vous donc le 6 septembre prochain avec un Zoom extrêmement important. Oui, c'est une question clé qui se pose à tous les réseaux dans une phase de développement et même après, le recrutement des premiers candidats. Candidat, c'est-à-dire de candidat pour devenir franchisé, pour devenir votre partenaire. Comment éviter les erreurs de casting? Voilà. Et là, c'est terrible et il faut passer beaucoup de temps pour caster le bon candidat.